Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette conférence sur un sujet important, le deep learning et le machine learning, et surtout comment mieux apprendre à l'exploiter. Alors, je me présente, je suis Didier Gauthier, je suis directeur du pôle intelligence artificielle et data science de business et décision dans le groupe Orange, et je suis aussi directeur pédagogique de l'école de la data, qui est une école qui forme des spécialistes en intelligence artificielle. La première chose, c'est que le deep learning et le machine learning rentrent dans des disciplines plus vastes qu'on appelle l'intelligence artificielle et la data science. Et en fait, on va pouvoir catégoriser leurs usages en 5 grandes fonctions. La première qui est d'expliquer des phénomènes qui peuvent être complexes. Alors, par exemple, quels sont les facteurs de performance d'une marque, d'un point de vente, qu'est-ce qui fait qu'un produit va mieux marcher qu'un autre. Le deuxième usage, ça va être de contrôler ce qui se passe, et un usage effectivement très important, c'est la détection de fraude. Par exemple, dans les fraudes à la carte bancaire, de détecter par exemple qu'une transaction est frauduleuse, mais ça va être aussi tout ce qui est détection d'anomalies, surveillance de choses anormales, et puis leur monitoring pour que ça rentre dans l'ordre. La troisième grande catégorie, c'est la personnalisation des messages. Alors ça concerne plus le marketing, c'est-à-dire on va essayer de faire en sorte que les messages soient le plus adaptés possible à celui qui les reçoit, et on va aussi faire en sorte de mieux comprendre qu'est-ce qui va intéresser, par exemple, un client pour acheter tel ou tel produit ou rester fidèle à une marque. Ça va être aussi la prédiction. La prédiction, c'est prédire la demande, prédire, par exemple, si une campagne marketing va bien marcher ou pas. Mais c'est aussi, par exemple, dans le domaine industriel, faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire prévoir qu'une machine va tomber en panne, par exemple. Et enfin, ça va être ce qu'on appelle la prescription, c'est-à-dire proposer des conseils dans des situations complexes qui permettent d'aller plus vite et plus directement à l'essentiel. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être donner quand même une définition de ce qu'est l'intelligence artificielle et le machine learning, avec une définition moderne, puisque c'est important de comprendre que c'est une discipline qui est en pleine évolution aujourd'hui. Et donc, dans cette discipline, on va fabriquer en fait ce que l'on appelle des agents, c'est-à-dire un ensemble de logiciels et de matériel qui va avoir 4 fonctions. La première fonction, ça va être la fonction d'interagir avec l'environnement. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle ou un moteur de machine learning doit être capable de capter des données et puis de restituer soit des données, soit des actions. La deuxième fonction, ça va être d'analyser la data qui a été captée et pour ça, d'utiliser une méthode dite d'apprentissage. Alors c'est effectivement très important de comprendre que ce sont des outils qui fonctionnent par l'apprentissage, et cet apprentissage est une partie intégrante de leur ADN. Et avec cette analyse basée sur de l'apprentissage, donc une intelligence artificielle va être capable de décider de manière autonome basée sur cette analyse. Alors, on vient de voir que le machine learning et l'intelligence artificielle est basé sur l'apprentissage, mais encore faut-il préciser comment ces machines peuvent-elles apprendre. Et donc là, il faut bien avoir à l'esprit qu'une machine, ça n'apprend pas du tout comme un humain. En fait, il y a fondamentalement 3 grandes méthodes d'apprentissage. L'apprentissage qu'on appelle supervisé, non supervisé et renforcé. Alors, l'apprentissage supervisé, en fait, il est très simple à comprendre. On donne des données à la machine qui sont dites labellisées ou étiquetées. C'est-à-dire qu'on donne une source de données à la machine en lui donnant la réponse qu'elle devrait donner sur ces données-là. Et on lui en donne suffisamment pour qu'elle puisse s'entraîner à trouver elle-même une réponse qui correspond à la bonne réponse qu'on lui donne. Et une fois qu'on l'a fait suffisamment de fois, la machine est capable de le faire toute seule
sans qu'on lui donne la réponse, c'est-à-dire on lui donne des données qui ne sont plus labellisées, et c'est à la machine de trouver la réponse. Alors l'apprentissage non supervisé, il est plus compliqué parce que là, on ne donne pas du tout de données labellisées à la machine, on ne donne pas d'indices à la machine sur quelle est la bonne réponse. C'est la machine toute seule qui va chercher les similitudes et les différences dans les données qu'on va lui donner et qui va trouver comment apporter la meilleure réponse possible au jeu de données que l'on va utiliser. Alors, il y a une caractéristique commune entre l'apprentissage supervisé et non supervisé, c'est que les deux méthodes se passent avant l'exploitation. La troisième méthode est un petit peu différente, l'apprentissage renforcé. C'est un apprentissage qui se fait au fil de l'eau, et donc la machine n'arrête jamais d'apprendre. Alors, bien entendu, ce qu'il faut effectivement bien comprendre, c'est que dans un apprentissage renforcé, la machine doit faire des erreurs pour pouvoir apprendre. Et c'est ce qui différencie ce mode d'apprentissage des deux autres, c'est que l'erreur fait partie intégrante, évidemment, du processus. Alors, donc, vous avez compris que le point commun entre l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé, c'est le fait que ces deux modes d'apprentissage se passent avant l'exploitation. C'est-à-dire qu'on prépare l'intelligence artificielle à son exploitation en utilisant ces données-là, et ensuite on l'exploite. Alors bien entendu, il y a un état de l'art et une évolution, puisque le mode supervisé et non supervisé sont des modes qui ont été trouvés il y a assez longtemps. Par contre, il y a eu un gros développement en 2012 avec le deep learning. Donc deep learning qui a été mis au point par Yann Lequin, qui est aujourd'hui directeur de la recherche en IA chez Facebook, et ses équipes. Et le deep learning permet d'aller encore plus loin. Alors aujourd'hui, c'est principalement du deep learning supervisé, mais on est en train de faire de la recherche sur du deep learning non supervisé, voire auto-supervisé. Et donc, le deep learning va être capable de reconnaître des formes beaucoup plus complexes, à savoir des images, des sons, des vidéos, même de l'écriture, du texte, et il va être capable de complètement reconnaître ces formes-là pour pouvoir les exploiter ensuite dans des systèmes automatisés, comme celui que je vais vous présenter donc, juste après. Alors, pour illustrer cela, un exemple vaut mieux que de longs discours. Je vais vous présenter un cas d'usage qu'a mis en place Business et Décision avec un grand laboratoire, justement pour utiliser le deep learning pour l'élaboration de vaccins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on veut faire un vaccin, on va cultiver, en général, soit des bactéries, soit des virus, dans des boîtes de pétri. Et ces boîtes de pétri vont permettre à la bactérie ou au virus de se développer, et ensuite on va récolter, alors il y a des traitements évidemment complexes, mais on va récolter cette souche pour fabriquer le vaccin. Alors le problème dans la fabrication industrielle d'un vaccin, c'est qu'il faut beaucoup de boîtes de pétri, et donc parfois il peut arriver que le germe ne se développe pas correctement. Soit il ne se développe pas assez vite, soit il se développe trop, soit ce n'est pas le bon germe, etc. Et nous, ce qu'on a mis au point avec ce labo, c'est un système avec une caméra qui se trouve donc au-dessus de la boîte de pétri et qui va surveiller la croissance du germe. Alors, de différentes façons, parce qu'effectivement, on va pouvoir voir donc, la vitesse de croissance, puisque le germe va avoir une empreinte, si vous voulez. Mais en plus, on va même pouvoir contrôler que c'est le bon germe qui est en croissance, puisque chaque germe a sa forme géométrique de croissance qui est différente d'un autre. Et donc, ce système-là utilise le deep learning pour reconnaître la vitesse de croissance du germe et donc savoir si la boîte de pétri va pouvoir être utilisée et passer, entre guillemets, un test qualité, ou bien si elle ne va pas pouvoir être utilisée. Dans ce cas-là, elle est mise de côté, et elle va même être mise de côté automatiquement par un robot. Et ça évite des heures et des heures de supervision fastidieuse à la main, et ça fait gagner énormément à la fois en temps et en fiabilité de reconnaissance de qualité.
Donc voilà, c'était un exemple, à mon sens, vraiment intéressant de l'utilisation du deep learning. Je n'ai malheureusement pas le temps d'en développer d'autres avec vous aujourd'hui, mais par contre, je vous renvoie à notre blog, dont l'URL s'affiche ici, blog.businessdecision.com. Et en particulier, je vous invite à télécharger notre livre blanc qui s'appelle Data éthique, IA éthique, les deux visages d'un futur responsable, que vous pourrez télécharger sur votre PC. Et puis, vous pourrez aussi consulter tous les articles qui sont publiés sur ce blog et qui traitent du sujet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine conférence et merci beaucoup.